Bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Les Fameux, votre podcast favori pour faire vos 10 000 pas par jour. Aujourd'hui, on accueille Nicolas dans le podcast, donc ce fut une super découverte, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant de tourner l'épisode, donc on va le découvrir en même temps que vous allez voir qu'on va faire une petite découverte sous forme de jeu fortement sympathique. Donc bienvenue à tous et on se retrouve dans l'épisode directement avec Nicolas. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Fameux. Bienvenue sur le podcast favori pour aller marcher, pour faire vos 10 000 pas par jour. N'hésitez pas à aller sur également Spotify, Deezer pour les audios. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, ça nous permet d'avoir des retours, ça nous permet de booster un petit peu l'algorithme. Donc c'est intéressant et ça nous donne de la force. C'est gentil de votre part. Et aujourd'hui, du coup, je suis toujours avec Gaëtan, comme d'habitude, et on reçoit Ludovic. Nico. C'était la petite blague. On reçoit Nico. Ça m'arrive tout le temps. Nico, qu'on ne connaît pas, et du coup qu'on va apprendre à connaître avec des petits jeux, ok ? Donc le premier petit jeu, ça va s'appeler Vérité, et 3 vérités et une découverte. Ok. Tu vois un petit peu l'idée ou pas du tout ? Découverte, non. 3 vérités, oui. Je m'attendais à un mensonge. Ouais, c'est un petit peu ça en fait, tu vas dire 2 choses qui sont potentiellement vraies sur toi, Ok. on ira peut-être vérifier, et la troisième qui est soit fausse, soit ni vraie ni fausse, qui est un petit peu abstraite. Ok. Et après, nous, on essaye vu qu'on se découvre, on essaye de savoir laquelle des trois est un petit peu fausse ou un petit peu abstraite. Ok. On essaye ? On essaye. Allez, c'est parti. C'est moi qui commence. Ouais. J'ai fait jouer des gens qui étaient en phase terminale de cancer. Faut que ça soit plus long ? Non, ça c'est très bien, Donc ça en fait une. Oui. Ah, je dirais directement les 3. Ah oui, c'est pas un tour. D'accord. Si vous préférez, on fait sous forme non, de tour. Hein. Aucun souci, non. J'ai fait des spectacles pendant plusieurs années dans la rue, entre autres au Châtelet à Paris. Et j'ai failli mourir plusieurs fois de noix de coco qui me tombaient dessus. Ça paraît tellement improbable, je suis sûr que c'est vrai. Les noix de coco. Du coup, toi, tu dirais quoi ? Je dirais que c'est la découverte, c'est les noix de coco, parce que ça paraît tellement improbable que... Ouais, moi aussi, vu que ça paraît improbable, je vais dire ça. Verdict ? Ah, la noix de coco, c'était vrai. La noix de coco, c'était vrai ? Oui. Quand j'habitais, entre autres en Inde, c'est arrivé plusieurs fois qu'on soit arrêté avec des scooters et qu'on ait la chance de repartir 2 secondes avant noix de coco qui tombe de 15 mètres du sol et vraiment je pense moi j'entendais des gens qui partaient à l'hosto pour ça et moi j'y ai échappé à chaque fois mais c'est arrivé quand même plusieurs fois. Ok, parce qu'en Inde il y a beaucoup de noix de coco ? Moi j'ai passé beaucoup de temps à Goa dans le sud de l'Inde. D'accord. Où il fait très chaud et où il y a beaucoup de noix de coco. Ouais. Ok, ça je savais pas du tout. Moi non plus. Ok, excellent. Si t'as 3 trucs. choses qui viennent en tête, t'as eu le temps en plus d'un peu réfléchir. Ouais, je dirais que ma plus vieille personne quand je me suis occupé, elle a aujourd'hui 107 ans. J'ai raté mon bac. Et je réfléchis à un truc un peu sympa. Et puis je me suis occupé d'une personne tétraplégique. Bon, moi, du coup, je connais Gaëtan, donc je peux pas véritablement répondre. Moi, je sens que c'est le 2 ou le 3 qui sont pas vrais. Peut-être le bac, parce que ça fait un peu classique. Mais normalement, il y en a qu'une qui est fausse, normalement. Oui. Entre le 2 et le 3 ? Ouais. Il a pris du temps pour réfléchir. Moi, je dirais qu'il n'a pas menti sur celui-là. Alors, peut-être le coup du bac, c'est ça. Ah non, j'ai bien raté mon bac. Ah zut. Lui, la fois d'après. Je l'ai bien raté. À toi ? Moi, je vais dire... j'ai fait de la natation jusqu'en championnat de France.
J'ai subi une grosse opération au niveau du dos. Je suis assez à l'aise pour chanter. Moi, je partirais sur le troisième. Ah, moi, je dis rien. Troisième? C'est le troisième. Ouais, je sais pas mentir. Non, je suis pas du tout à l'aise pour chanter. Je me dis préparateur physique. Ah, ça, tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais. Je l'aurais pas su normalement. Ça rajoute quand même une couche sur la chance que tu Ouais, peut-être blessé. Ça a donné un indice. Oui. Ah oui, ça m'a. Alors après, tu aurais pu aussi choisir de rebondir sur le fait que tu m'avais donné cet indice pour m'avoir. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Une deuxième petit jeu, Ouais. essayer de se décrire en un seul mot. Ouais. Joueur. Nous aussi. Eh oui. Adaptable. Empathique. Je vais vous poser quelques questions. Vous allez très vite comprendre. C'est par exemple, la première, c'est tu préfères apprendre ou transmettre? Je suis désolé, je vais répondre presque autre chose. Mais en fait, j'ai du mal à imaginer l'un sans l'autre pour moi. Parce Ok. que je me forme tout le temps. J'adore apprendre des trucs. Et je pense que depuis que je suis ado, j'ai toujours transmis dans tous les domaines dans lesquels je me suis retrouvé. Donc c'est hyper dur pour moi de choisir. On va dire essayer de faire un 60-40. Peut-être transmettre dans ce cas-là parce que c'est ce que j'ai fait le plus finalement dans les domaines dans lesquels je me suis spécialisé. Mais Donc on dirait plus transmettre. je suis désolé. Une question qui devrait être rapide. Je sais pas parce qu'en fait, je m'inquiète toujours des gens qui transmettent et qui prennent pas le temps d'apprendre. Donc je vais choisir apprendre, mais mon cœur il a envie d'aller vers transmettre. Donc aller apprendre. Apprendre principalement. Mais... Ok. Alors, moi, je dirais transmettre, même si en fait l'un va pas sans l'autre. Je suis assez d'accord avec toi parce que si tu n'apprends pas, tu peux pas transmettre correctement. Mais d'un autre côté, j'adore apprendre, mais c'est vraiment un kiff de transmettre. Donc, Après, je vois ce que vous dites. Le but, c'est un peu du tac au tac, ce qui devient le plus rapidement. plus rapidement, c'est transmettre. Ok. Moi, ça serait apprendre. Ton plus grand moteur, la peur ou l'envie? La peur. L'envie. Je vais dire la peur aussi. J'ai réussi à pas développer. Si tu devais citer une erreur que tu as faite. Il y en a beaucoup, hein. C'est dur parce que l'optimiste et le positif que je suis, il voit des trucs tellement positifs dans ses erreurs et dans le chemin qu'elles m'ont fait prendre. Ouais, ça peut être une erreur de Peut-être. jeunesse, une erreur dans le travail, une erreur dans la vie perso. En fait, ça m'a été positif, mais je vais quand même citer peut-être avoir été vers la spiritualité religieuse. Peut-être. Ok. Tu veux un petit peu développer? Eh ben, moi, j'ai passé plusieurs années en Inde où je me suis retrouvé avec une foi extrêmement importante. Et en fait, je suis revenu par la suite, suite à des personnes qui ne voulaient pas répondre à des questions que je voulais comprendre, entre autres sur la médecine chinoise ou sur d'autres points de la spiritualité. Et mon vieux côté d'avant, qui était très intéressé par tout ce qui était scientifique et méthode scientifique, s'est réveillé et où j'ai commencé à creuser. Et ça fait que ça m'a amené aussi à me reposer et des questions et à passer tout à la moulinette. Ce qui m'a fait passer par une bonne période presque dépressive. Parce que quand on remet en question tout ce qu'on croit qui est censé être positif ou vrai sur le monde, c'est assez dur. Mais ça m'a ramené vers quelque chose qui me plaît beaucoup et où j'en suis maintenant, entre autres, ça a repris sa position. Ok. Peut-être pas très clair, mais... Mais du coup, c'était quoi comme type de religion? Là, c'était plutôt proche de l'hindouisme. C'est tout ce qui est lié... tout ce qui est bouddhisme, tout C'est ça? pas exactement ça, parce que le yoga en lui-même n'est pas lié directement à l'hindouisme,
mais les Indiens s'en sont emparés, donc c'est teinté de ces choses-là aussi. En fait, tu as été imprégné de ton environnement, voilà, en fait. par un de mes enseignants, entre autres. C'est le shivaïsme du Cachemire, si je dois être plus précis, qui est une spiritualité qui touche à la conscience collective. Donc, même la notion de divinité, elle n'est pas très claire parce qu'on parle plutôt de conscience collective. Et, alors, pour le coup, moi, j'ai vraiment pris le chemin presque opposé depuis. Donc ça... Mais voilà, c'est une erreur qui m'a nourri aussi, entre autres, qui a renforcé certains côtés empathiques que j'avais déjà. Et qui fait que... C'est pour ça que j'ai du mal à voir... parler de l'erreur, parce que l'erreur, elle amène aussi Bien sûr. une prise de conscience et ça fait qu'elle permet vraiment de rebondir et parfois d'avancer. Voilà. Je pense qu'on ne le fait pas tous. Il y a sûrement plein de trucs où je ne l'ai pas fait, mais ce sur quoi je m'en suis rendu compte, je suis content d'avoir fait ces erreurs quelque part parce que ça m'a permis d'apprendre et d'avancer. Et peut-être de mieux transmettre pour revenir à la question d'avant. Ok. Une erreur que toi, Gaëtan, que tu citerais ? Je réfléchis du coup pendant que tu parlais parce que j'ai un peu la même vision. Enfin, moi, tu me connais bien, j'ai la même vision des choses où je vois toujours le positif dans tout ce qui arrive. Et comme je l'avais développé dans un des podcasts, où tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, où sur le moment ça me paraissait un désastre, s'est révélé après avec les années en fait quelque chose qui m'a fait avancer, qui m'amène à ce que je suis aujourd'hui. Et par exemple, je sais que quand je disais que j'ai raté mon bac, c'est parce que l'année de terminale, j'ai rien foutu et j'étais dans une crise d'ado complète où je refusais tout et je disais, de toute façon, j'y arriverai. Je suis arrivé au bac et on m'a dit, non, monsieur, revenez l'année prochaine. Mais du coup, j'ai du mal à le concevoir comme une erreur parce que pour moi, c'est plus une claque dont j'avais besoin de prendre, plus qu'une erreur. Après, si, une erreur, mais alors pour le coup, ultra matérielle, c'est une des voitures que j'ai achetées dans ma vie qui m'a fait perdre la totalité de mes économies à ce moment-là. Ça, je le considère comme une erreur, mais qui du coup m'a servi d'expérience et aujourd'hui, je fais plus les mêmes erreurs. Oui, ça, tu vois, je te valide. Le bac, c'est pas forcément une erreur. Je le mettrais plus comme un apprentissage. Ouais, tu vois, et Par c'est contre, ça. Et la voiture, c'est une erreur. pour moi, la voiture, c'est une erreur. Même si tu apprends également, mais t'apprends, voilà, ça, c'est une erreur, clairement. Le jour où je l'ai acheté, j'ai fait une connerie. parce que c'est une erreur financière, c'est une erreur matérielle. C'est ça. C'est une erreur à ce moment-là. Voilà. L'erreur pour le bac, ça serait peut-être l'excès de confiance que tu as pu avoir. Ça. C'est plus, je le vois plus comme ça. Ouais, te reposer sur tes acquis. J'étais reposé sur mes acquis en mode je suis super confiant en moi alors que je savais que j'avais une moyenne nulle, que je foutais rien et je me disais qu'avec 4 de moyenne en maths, j'aurais mon bac, ce qui n'était pas le cas. En S en plus. Ouais, j'ai cumulé un petit peu. L'année d'après, ça allait mieux. Mais voilà, je pense que voilà, c'est ce qui me vient là à l'esprit. Après, des erreurs, j'en ai fait sûrement plein, mais je vais pas dire que je m'en rappelle pas, mais je pense que je suis passé à autre chose et du coup, là, ça me vient pas. Ok. Moi, une erreur que je vais citer, pareil, j'en ai fait, peut-être pas des millions parce que je suis encore assez jeune, mais j'en ai fait beaucoup. Une des erreurs que je vais citer, c'est une erreur que potentiellement vous pouvez vous reconnaître ou des personnes qui nous écoutent. C'est une erreur en amour. Où je pars du principe, à partir du moment où tu n'es plus toi-même, donc où la personne va te modifier, c'est une erreur parce que du coup tu te manques de respect un petit peu à toi-même. Donc cette erreur-là, en fait, d'être pas bienveillant en fait, envers toi-même. Donc une erreur de ne pas se respecter par rapport au fait que, donc ça peut être en amour, mais ça peut être aussi au travail ou même en amitié, où on va essayer de te manipuler, te changer et à ce moment-là, c'est peut-être l'alerte et voilà, c'est plus une erreur et un message. Voilà un petit peu l'idée. T'es plutôt visionnaire ou fonceur ? Est-ce que je suis visionnaire ou je suis fonceur ? Peut-être fonceur. Ouais, je crois qu'il y a des idées que j'aime bien, qui me plaisent et j'ai envie de les mener vite. Et là, pour le coup, depuis quelques années, les projets dans lesquels je suis m'ont vraiment amené vers un côté où je ne sais même pas si le mot visionnaire, ça serait le bon, ça serait projeter,
pas quel mot on pourrait dire pour utiliser un heure à la fin. En fait, faire des projections, des prévisionnels ou des choses comme ça, pour vraiment bien regarder, ouais. Mais j'ai pas l'impression que ce soit visionnaire. Je sais pas si c'est visionnaire. Peut-être que si. Il y a les deux en tout cas, mais ouais. Fonceur, je l'ai et je pense que c'est ça qui fait que je suis entre autres à certaines des positions que je fais actuellement. Ok, qu'on va et développer. que je suis moteur parfois. Ok, donc plus fonceur. Ouais, fonceur aussi. Moi, voilà, j'ai plus l'âme aussi du fonceur. En plus, je suis beaucoup bélier. Donc en général, les bêtes à cornes, ça fonce un petit peu. Donc ouais, plutôt fonceur. Après, on va essayer de dire un petit détail qui en dit long sur nous. Donc là, on peut un peu plus développer. En voilà, 1-2 minutes, dire quelques aspects un peu plus profonds sur nous pour qu'on commence à apprendre à se connaître. Donc ça peut être sur notre travail, sur des voyages qu'on a fait. Voilà, un petit peu tout ça. Pas de cadre. Pas de cadre. Alors, puisqu'il n'y a pas de cadre, je ne vais pas parler de ce que je fais actuellement vraiment. J'ai la chance depuis 5 ans d'être papa. Et okay. c'est ouf. C'est super. Enfin, moi, un petit garçon, une petite fille ? Un petit garçon, Johan, qui me rend dingue, quoi. Okay. C'est trop bien. En plus, en ce moment, il a encore besoin d'être collé, donc on en profite. Enfin, j'en profite beaucoup. Le matin, hop, je le récupère contre moi. C'est trop bon. Ouais. Et là, depuis 3 ans maintenant, en plus, il y a la parole qui est venue et il a beaucoup de vocabulaire. Et c'est un vrai kiff, quoi. De pouvoir échanger, parler. Enfin, il y a un truc super d'essayer d'accompagner comme je peux ce petit bonhomme et de goûter à un amour que je pense tant qu'on n'est pas parent, on ne peut pas expérimenter, quoi. C'est... je pense que si j'en parle plus, je pleure. Ouais, non, mais l'émotion, on la ressent. C'est chouette d'avoir partagé ça. Ouais, c'est vrai que ça revient sur beaucoup de parents qu'on a reçus dans le podcast. Quand ils parlent de leurs enfants, tout de suite, c'est une émotion, un truc, un amour inconditionnel qu'on connaîtra peut-être un jour, si un jour on est parents. Mais... T'arrives à faire plus fort que ça ou pas ? Ah non, j'ai envie de faire le joker là. Pas de compétition. Non, détail sur moi, je dirais que je me sens en capacité de m'adapter à peu près à toutes les situations, à tout ce qui se présente à moi. Dans le sens où la vie m'amène ce qu'elle m'amène et puis j'essaie de faire mon petit bout de chemin avec ça, quoi. C'est vrai que ça te caractérise bien. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire pour que tu en saches un petit peu plus sur moi du coup, je m'appelle Benjamin. J'ai bientôt la trentaine, pas tout à fait. Du coup, comme on l'a dit un petit peu en off, je suis pas mal dans le domaine du sport. Donc, tu me posais la question, un petit peu mes spécialités. Donc, un petit peu d'ailleurs avec l'aide de Gaëtan, du coup, on a conçu 3 formations. Donc, une formation qui s'appelle lombaire de fer. Donc, comme son nom l'indique, pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des lombaires et des douleurs, vu que moi en plus je suis passé par là, avec tout un accompagnement derrière, ou alors aussi pour d'autres, par exemple préparateurs physiques ou kinés, qui veulent en apprendre davantage ou apprendre des exercices, ce genre de choses. Après, dans la même optique qui suit un petit peu, il y a la partie sacro-iliaque et des hanches, parce que du coup la partie lombaire au niveau des tissus conjonctifs, tout ça, c'est directement relié à la partie sacro-iliaque et des hanches. Donc c'est 2 formations distinctes, mais je dirais que l'une va avec l'autre, si on veut vraiment bien faire les choses. Et après, on en a créé une un peu plus récemment qui s'appelle genou de fer. Donc voilà, plus pour les personnes du coup qui sont en post-opération du genou, qui ont des douleurs du genou ou qui souhaitent également se former. Donc après, à côté de ça, moi je fais pas mal de présentiel, où je vais soit en salle, soit chez les particuliers. Et après, je suis pas mal aussi de personnes à distance. Voilà, où je fais du suivi sportif, du suivi aussi au niveau de la nutrition. Visio ? En ce cas-là ouais, c'est des retours, c'est des appels, c'est des visios, c'est des programmes avec des retours, des petites choses, des petites applications comme ça. Donc voilà. Après avoir fait un petit peu tout ce petit jeu, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie ? Ouais. Parce que je pense que c'est pas commun.
Je sais pas, on est... Enfin, je pense qu'on n'est pas tant que ça dans le coin. Moi, en tout cas, quand on nous a mis en relation, j'avais jamais trop forcément entendu parler de ce terme-là. Je savais que ça existait. Mais donc voilà, si tu veux nous décrire un petit peu rapidement ton parcours, pourquoi tu fais ça, en quoi ça consiste. Et puis comme ça, pour les personnes qui nous écoutent, ils vont découvrir un petit peu qui tu es. Alors le terme mystère, c'est ludothécaire, peut-être dont tu parles, Yes. je pense. On met pas mal de casquettes, mais c'est peut-être celle qui est la plus prégnante à l'heure actuelle. Ludothécaire, ça veut dire que je travaille dans le jeu à amener à ce que les gens se rencontrent autour du jeu et à proposer une diversité suffisamment riche de jeux pour accompagner l'individu dans son développement. Alors, ça semble pompeux comme ça, mais c'est parce que j'essaye d'être volontairement exhaustif pour éviter de tomber dans quelque chose que j'entends souvent. C'est le jeu, ce n'est pas pour les enfants, et le jeu, ce n'est pas que pour les adultes. Alors, il y a des gens qui imaginent beaucoup les jeux, c'est faire mumuse par terre. Hein. Et parfois, ces gens d'ailleurs font des jeux comme du tarot, mais ils n'imaginent même pas qu'ils font du jeu. Et parfois, il y a des gros joueurs qui font ce qu'on appelle souvent le jeu de société, que dans ma discipline, on appelle des jeux de règles. Ils imaginent parfois même pas que les enfants ils font des jeux. Pour eux, c'est deux univers complètement séparés. Pour faire un petit peu d'historique, moi j'ai toujours été joueur depuis que je suis gamin, je pense vraiment. Ça a toujours été très présent. J'ai vite aimé à l'âge adulte tout ce qui était les jeux de société, donc, dont on parle peut-être beaucoup en ce moment. J'ai organisé des soirées jeux de société dans des bars à Paris où j'habitais avant. Et en parallèle de ça, moi j'ai été animateur en tout ce qui est centre de loisirs, colo. J'ai aussi été directeur et j'ai été formateur aussi. Et au moment où j'ai passé mon brevet de directeur, j'ai senti qu'il y avait un truc qui manquait. J'ai eu envie d'en savoir plus. Je suis tombé probablement sur... Je ne sais pas du tout comment j'en suis arrivé là, mais je suis tombé sur les bonnes personnes qui m'ont filé un bouquin sur le système ESAR. Le système ESAR, c'est sur un système de classification qui a été créé par une pédopsychologue et une documentaliste. L'idée, c'était de prendre le monde du jeu et d'être capable de le classifier dans un espace pour être capable d'analyser les jeux. Pourquoi ça s'appelle les arts ? Parce qu'il y a 6 facettes et que la première, en fait, elle comprend les 4 jeux qui correspondent aux 4 niveaux de développement de l'individu. Pour les jeux d'exercice, des jeux dans lesquels on fait une action qui crée un effet immédiat. Donc ça peut être, j'appuie sur la table et j'attends de voir, et ça fait un bruit. Ça peut être, je lance un truc et je vois que ça fait quelque chose. Ça peut être aussi, je fais un son et je me rends compte que ça agace autour de moi les parents ou les amis. Et ça peut être pour des adultes, ça peut être faire un détour pour rouler dans une flaque d'eau. Ça, c'est quelque chose qui parle mieux. Et ça peut être donc olfactif, physique, ça peut être agilité, force. Ça peut vraiment être très très large, mais l'idée c'est une action qui crée un effet immédiat. Donc voilà. Le deuxième type de jeu qui va toujours avec ESAR, c'est le jeu symbolique, dans lequel on fait semblant d'eux. Alors ça peut être je fais semblant moi-même d'être autre chose. Je suis intervieweur d'un podcast, ou je suis papa, maman, policier, médecin, ou au contraire je suis le patient, ou alors j'externalise, je prends des objets, que ce soit des personnages ou des vrais objets, hein, le verre par exemple, et ce verre ça devient le papa, celui qui fait les podcasts, ou ce que je veux, qui échange avec quelqu'un d'autre. Donc c'est externe ou ça peut être interne. C'est un peu comme des jeux de rôle ? Non. C'est comme un enfant qui joue avec une fille, joue avec sa Barbie. Ah oui, ok. C'est un peu comme quand tu es dans le début d'une relation amoureuse et que tu as une étiquette différente parce que tu es avec cette personne. Okay. Et que tu ne te comportes pas exactement comme tu te comportes avec tes potes. C'est juste qu'on ne voit pas ça comme un jeu parce que c'est la vie adulte, mais en réalité, c'est le même principe. Ouais, les enfants, ils prennent ce qu'il y a dans la vie de tous les jours, ils le reproduisent pour pouvoir intégrer ce qu'ils vivent tous les jours. Je vais citer, et ça sert même pour des parties de traitement traumatique. Typiquement, il y a un truc que les parents autorisent. Les parents, ils autorisent que les enfants ils se fassent toucher
et rentrer des trucs dans le corps de leurs enfants. Ça s'appelle un médecin. Avant que je vous dise médecin, ça peut sembler exagéré. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose à intégrer, que le parent il soit d'accord pour qu'un étranger puisse faire tout ça. Et ben, c'est pour ça que les gamins, ils ont aussi ce truc à faire que de jouer au papa, au docteur, avec les patients, la maman ou le papa qui va avec le médecin pour pouvoir expérimenter toutes ces choses-là. Et ça permet de l'intégrer, de le traiter et de l'avoir vécu quelque part dans sa tête, en faisant une différence très très claire entre réalité et fiction. Il y a encore 2 semaines, j'étais en formation sur le jeu symbolique, donc j'étais hyper content de faire ça. Et je pense que le truc le plus inspirant qu'on nous a dit, c'est quand un parent, il dit à un enfant « tu devrais pas tirer comme ça sur ton copain », il crée de la confusion. Parce que les enfants sont très clairs avec réalité et fiction. Et quand on dit à un enfant qu'il devrait pas dans un jeu faire un truc, alors bien entendu, hein, pas de violence, je parle pas de taper sur quelqu'un, mais faire semblant d'eux, les gamins, ils sont très clairs quand ils font semblant. Et quand on lui dit « tu devrais pas tirer comme ça sur Benjamin », bah en fait, on crée une confusion entre ce qu'est la réalité et ce qu'est le jeu. Alors que dans le jeu, on peut expérimenter des trucs. Dans le jeu, je peux battre mon père, je peux battre mon copain, je peux même battre l'entraîneur sportif qui, normalement, me démonte à tous les sports qu'on fait. Mais là, en fait, je gagne tout le temps dans le jeu. Parce que c'est un jeu et que c'est complètement OK dans ce truc-là. Le jeu suivant, c'est le jeu d'assemblage, dans lequel on fait des constructions. Alors, ça commence avec des petits cubes qu'on va assembler les uns sur les autres, des caplats. Après, on va faire des circuits intégrés, parfois, qui vont faire des trucs. Et là, une des petites définitions, c'est je fais des actions dans l'idée d'aller vers un tout. Donc, aussi simple que ça. Le truc qui est difficile pour un adulte, enfin, pour la plupart des gens qui ne sont pas dans ce truc-là, c'est de se dire qu'en fait, ce tout, il peut changer à chaque seconde. Et c'est très clair pour le joueur, mais celui qui est extérieur, il ne le voit pas. Le dernier type de jeu, c'est le jeu de règles. C'est ce que les gens, la plupart du temps, mettent derrière le mot jeu. Ça peut être le jeu de société. Le plus simple, ça serait pile ou face. Mais si je fais un chou-fleur avec quelqu'un, vous connaissez peut-être le chou-fleur, si. Je suis en train de faire un jeu de règles. Je dois mettre souvent, tu faisais le chou-fleur à l'école pour savoir qui allait choisir son équipier en premier. C'est ça. Ouais. Ou à la cantine, celui qui va chercher l'eau. Oui, exactement. Et nous, par contre, on met le jeu dans une catégorie particulière, c'est qu'on le classe avec ce qu'on appelle le jeu libre, c'est-à-dire que l'encadrant, parent, animateur, ludothécaire, qui que ce soit, il essaye d'être dans une attitude bienveillante, non interventionniste. Ça, c'est très très difficile. Je vois jouer au Monopoly, ils sont en train de faire une course, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Ben non, alors je les laisse jouer. Ils sont en train de développer des compétences, ça, il n'y a aucun doute. On ne peut pas jouer sans développer de compétences. Soit j'améliore ma capacité de préhension, soit j'améliore ma capacité à plus rapidement voir que le dé, il a des faces, soit j'améliore ma capacité à préparer combien de déplacements je vais faire, soit j'améliore ma capacité à négocier avec les autres, parce qu'en fait, finalement, ce tour-là, ma voiture, elle va beaucoup plus vite que le 6, elle a fait 13 cases. Comment je négocie et comment je fais ? Le jeu symbolique offre beaucoup cette capacité-là. Et on dit que le jeu, il est libre, donc on laisse faire, il est fictif, donc il n'est pas dans la réalité, il est gratuit, ça veut dire qu'il n'a pas de gain dans la réalité. C'est pas forcément de l'argent, hein, c'est pas si tu joues à ça, tu pourras avoir un dessert. Là, en fait, si je fais ça, je fais pas jouer. Je fais faire un exercice, mais je suis plus dans le jeu, parce qu'il n'est pas libre. Et il est réglé. Réglé, ça veut pas dire qu'il a des règles, ça veut dire qu'il y a des règles d'encadrement du jeu. Tu joues, mais par contre, je tiens à te voir. Tu dois être dans cette distance. Tu joues, mais par contre, tu n'as pas le droit de lancer sur les autres enfants ou même sur qui que ce soit des jeux. Tu essayes de ne pas casser les jeux. Ça peut arriver que des jeux soient cassés. Ça fait partie du jeu. Mais ne cherche pas à le casser, s'il te plaît. Si tu joues avec des bunchen qui sont des espèces de boules faites en velcro, tu n'as pas le droit de les lancer dans les cheveux des gens ou de les mettre dans tes propres cheveux. Parce que sinon, on va devoir couper des cheveux. Pour info, ça m'est arrivé il y a 3 mois au collège où les ados ont pris les bunchen et ils ont fait des batailles en se les balançant dans les cheveux. Donc, cheveux coupés. Pas le choix, c'est trop difficile à défaire. Autrement, ça demanderait des heures. Voilà, pour vous donner une petite idée du monde dans lequel j'évolue et dans lequel je pratique en tant qu'animateur, en tant que coordinateur de l'association qui assisteront, en tant que formateur auprès des parents, en tant que formateur auprès des médiathèques du 04. À la fin de l'année, s'il y a suffisamment d'inscrits, je vais être formateur à Paris pour l'association des ludothèques françaises, dont ma ludothèque, la ludothèque dont je fais partie est adhérente, et où je vais former, s'il y a des personnes présentes,
les ludothèques de France sur le jeu vidéo, parce qu'on touche aussi à ça. Et voilà, je pense que ça donne une idée. Ouais, ça fait un large panel. Ouais. Donc ça touche. C'est pour ça que vous comprenez peut-être mieux pourquoi, dès que vous m'avez parlé de vos disciplines, ça me parle, parce qu'en fait, je rebondis sur chacune de ces disciplines. On se pose la question de comment on installe l'espace et comment il est pratique pour donner envie de jouer. Typiquement, un truc qu'on essaye d'expliquer, c'est est-ce qu'on est en train de faire du rangement ou de la mise en jeu? Ça semble être la même chose, mais la nuance, elle est très importante. Si je range les Playmobil dans une boîte, c'est une chose. Si je les prépare et que je crée peut-être une scène, je crée peut-être de l'inspiration et je démarre de la créativité ou un univers que j'ai envie de créer. Et alors là, autant dire que pour toi, toute la partie jeu d'exercice dont je parlais au début, qui revient après dans les jeux de règles, en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un ballon, c'est un jeu d'exercice. Si je joue au foot, ça devient un jeu de règles. Parce que le ballon, quand même, le plaisir, c'est tu tapes dedans et il se passe un truc, quoi, quand même. C'est pour ça que c'est aussi dingue le ballon. Je veux dire, soit un ballon, alors le ballon de rugby, si tu peux taper dedans, alors là, c'est encore moins contrôlable. Donc il se passe quelque chose et l'esprit, il a envie de comprendre un peu ce qui se passe et c'est magique, quoi. T'as une préférence, toi, parmi tous ces jeux? À titre perso? Bah, moi, j'étais très, très jeu de règles et je suis toujours un gros joueur de jeux de société. J'aime ça. Mais je pense que tout ce qui est... je commence à vraiment adorer tout ce qui est jeu d'exercice et jeux symboliques, parce que je commence à avoir conscience de tout ce que ça entraîne au niveau construction du langage, au niveau préparation de l'écriture. Et en fait, quand tu commences à avoir le poids de ce que représentent ces types de jeux qui peuvent sembler très légers pour des personnes extérieures, et que tu te rends compte de l'importance qu'ils ont, en fait, tu vois à quel point il y a des trucs riches à mettre en place. Je pense qu'une des petites victoires, par exemple, que j'ai eues il n'y a pas longtemps, j'ai été voir l'école d'Aubignosc, pour les citer. On va peut-être travailler ensemble, là, c'est pas encore posé ce truc-là. J'ai déjà travaillé avec plusieurs écoles du coin et j'espère travailler avec plus d'écoles. Et ils m'ont fait venir, alors peut-être qu'ils ne seront pas d'accord en écoutant ça, s'ils l'écoutent, ils m'ont fait venir avec l'idée de venir un peu en soutien sur leur événement, où avant chaque vacances, ils font jouer les enfants à des jeux de règles, et peut-être que moi, je propose d'autres choses. Et moi, je leur ai parlé du jeu libre, de la richesse de ce que ça entraîne, et dans quelle mesure ça soutient en fait leur projet pédagogique et leur projet éducatif. Et j'ai senti en fait que ça leur parlait. Il y en a plusieurs d'entre eux étaient parents, donc ça leur parlait aussi parce que je faisais des parallèles avec ça. Et la proposition, elle s'est enrichie avec ça, et ça fait que je trouve qu'on construit quelque chose ensemble. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est des vraies victoires dans ces cas-là, parce qu'on donne la possibilité de voir tout le monde qu'il y a derrière, et pas juste on fait jouer les gens. En fait, le jeu, c'est vraiment le média pour faire le truc, quoi. C'est un peu comme si toi, dans ton travail, tu utilises le ballon. Toi, tu sais que ton objectif, c'est de renforcer un truc parce que la personne, elle est en galère et peut-être en souffrance avec certains trucs. Et si elle s'éclate avec le ballon, tu sais que tu as gagné de toute façon, mais que ça ne reste pas ton objectif. Ton objectif, c'est qu'elle se renforce, je ne sais pas, les grands fessiers ou je ne sais quoi pour que son dos il puisse tenir un peu mieux et que finalement, elle se dise un jour, mais en fait, j'ai plus mal, putain. Oh, c'est bon quand j'ai plus mal. Voilà. Et ton jeu de société préféré, ça serait quoi? Peut-être Shards of Infinity ou alors Anabi. Anabi parce que c'est des super échanges que j'ai avec ma compagne qui est joueuse. Et Shards of Infinity parce que... Tu peux m'expliquer ce que c'est? Parce que j'ai jamais joué carrément, à ce jeu. Ouais. Ah bah oui. Shards of Infinity, c'est ce qu'on appelle un deck building, c'est-à-dire un jeu de construction de paquets de cartes. Deck, c'est paquets de cartes en anglais. Building, construction. C'est des jeux dans lesquels tous les joueurs commencent avec un jeu similaire dans leurs mains. Certaines des cartes permettent d'acheter d'autres cartes que tu vas acheter, que tu vas intégrer dans ton jeu, qui va devenir de plus en plus puissant et qui va te permettre d'aller le plus vite possible vers l'objectif du jeu, qui peut être gagner des points de victoire, taper sur la gueule des autres joueurs ou autre. Et ce jeu-là, il a pas mal de mécaniques qui me plaisent. Et moi, qui est plutôt un joueur de gros jeux et qui a plus le temps de faire des gros jeux, je retrouve mes plaisirs de calculateur et d'optimisateur dans ce truc-là. C'est quoi, c'est un petit peu stratège?
La compétence, techniquement, ça s'appelle compétence logico-mathématique. Tu prends des informations, tu les mets ensemble et tu essaies de déduire des infos par rapport à ça. Et c'est malheureusement une compétence qui est très souvent mise en avant pour les garçons et beaucoup moins pour les filles et qui renforce les inégalités à l'âge adulte quand elles avancent, entre autres. Et qui fait qu'on a très peu de filles, par exemple, en terminale scientifique, alors qu'en réalité, en termes de compétences, il y a zéro différence. Par contre, il y a une éducation qui est clairement mise en avant pour les décourager de le faire ou d'avancer sur ces choses-là. L'autre jeu, Hanabi, ça veut dire feu d'artifice en japonais. C'est un jeu dans lequel on a des cartes de 5 couleurs différentes, numérotées de 1 à 5, pas dans le même nombre pour chaque nombre. Les cartes, on les tient tournées vers les alliés, parce que c'est un jeu coopératif. Donc je ne vois pas mes propres cartes. Et à mon tour, je peux soit donner une information à un de mes partenaires, soit jouer une de mes cartes, soit défausser une de mes cartes pour récupérer des indices, parce que le nombre d'informations que je peux donner est limité. Et quand j'ai plus de jetons, je ne peux plus parler. Voilà, ce jeu, il y a plein de mécaniques que je trouve hyper chouettes. Moi, en plus, j'ai énormément joué sur Internet à ce jeu, parce qu'il y a des sites où on peut jouer à des jeux de société. Et j'ai complètement corrompu ma compagne à jouer avec les codes d'un site Internet à ce jeu-là en particulier. Et on s'est passé on a fait un nombre de parties complètement tarées. Et quand le petit ne dormait pas, la règle, c'était si on arrive à faire 30 points, c'est le maximum, il fera ses nuits demain. Et on n'a pas réussi. Pendant ce temps-là, en tout cas. Après, on a fait. Mais voilà. Ok. Excellent. 2 jeux qui sont vraiment très chouettes. Ça serait quoi, toi, ton jeu ou tes jeux? Moi, je pense que mon jeu number one, c'est la Rami. Ah. Après, le Skyjo, j'aime bien. Donc, plus simple, tranquille. Et tu m'as fait découvrir la belote au Nouvel An l'année dernière. Enfin, je connaissais, mais tu m'as fait vraiment apprendre les règles et tout. Et j'avoue, j'ai bien aimé. Voilà. Sur les jeux de cartes plutôt que traditionnels. Ouais, moi, ça serait... Ce qui me vient en tête, belote et contrée. Nous, on avait vu la belote ensemble. La contrée, c'est similaire, mais je pense que depuis... Moi, j'ai grandi avec ça, parce que du coup, depuis petit, ça a été mon grand-père maternel qui me l'a... C'était vite contagieux, le fait en fait de jouer avec mon grand-père et puis après d'apprendre et de se mettre à la table des grands-parents et d'être le jeune qui arrive à battre après par la suite les grands-parents. Et ouais, du coup, je pense que tout ça fait qu'il y a un peu de nostalgie, il y a un peu que le jeu est sympa, il y a un peu que le jeu est intergénérationnel et que tu peux le jouer quand même assez facilement, quoi. Tu vides d'un paquet de cartes. Donc, je pense que tout ça réuni fait que j'aime beaucoup la contrée particulièrement et la belote aussi. Pour info, là, le 18 octobre, on fait un festival du jeu. Et cette année, on a vraiment fait en sorte qu'il y ait un carré sur les jeux de cartes. Et on va avoir un bonhomme qui va venir de Bayon, qui va nous faire un truc sur la coinche et la moon. On va avoir le club des capucins de Sisteron, là, les personnes âgées qui vont venir pour faire de la coinche et du rami, je pense. Et on essaie vraiment de faire en sorte que les jeux de cartes soient mis en avant. Il n'y aura pas que ça du tout, hein, mais par contre, moi j'aimerais beaucoup que ça se développe cette chose-là. Et on est plusieurs à essayer de mettre ça en avant, entre autres pour cet événement, et que dans les soirées jeux qu'on fait, il y a aussi peut-être 1 ou 2 tables de jeux de cartes, quoi. Parce qu'effectivement, ça demande très peu de matos. Hein. Peut-être que ça peut être un peu comparé au foot. C'est-à-dire, tu as un ballon. Enfin, c'est pas le foot vraiment, c'est jouer au ballon en tout cas. Tu as un ballon, tu as un terrain, tu peux taper dedans et tu peux te faire un truc avec des gens, quoi. C'est ça, là, tu as un paquet de cartes. Bon, il suffit d'être 4, mais... T'as même pas besoin de table, tu peux jouer par terre. Ouais, non, mais c'est pour ça, moi j'ai déjà joué plusieurs fois sur le sable, à la plage. Non, c'est chouette pour ça. Du coup, le métier que tu viens de nous présenter, c'est quelque chose qui se fait au travers d'un parcours étudiant. Si oui, du coup, quel parcours, quel diplôme? Après, est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour encadrer certains jeux en particulier, travailler dans certains établissements avec un certain public? Et puis tu nous disais aussi que du coup tu travaillais par exemple avec les écoles. Donc comment ça se passe? C'est toi qui à ton compte tu factures tes services? Enfin voilà, savoir un petit peu tout ça. Alors il existe 2 ou 3 formations sur la France, je dirais pas plus, mais je suis pas sûr de moi,
de formation ludothécaire. Moi, j'en ai pas, sincèrement. Ce qui est amusant, c'est que dans le monde des ludothèques, tu as des puristes pour qui il faut des personnes qui ont des diplômes de ludothécaire. Et pour le coup, tu as des gens qui c'est exactement l'opposé. Je pense à une des anciennes ludothécaires qui est venue intervenir sur la formation qu'on a eue il y a une semaine et demie, 2 semaines à Vichy, qui elle disait, nous c'est pas compliqué, la personne elle vient en entretien, elle se présente, ensuite on lui présente les points négatifs où on insiste beaucoup de la ludothèque, les points positifs, et ensuite on lui demande qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter. Et ensuite on prend des personnes qui nous ressemblent, et on regarde pas du tout les diplômes, ça nous intéresse pas du tout, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des personnes qui ont des diplômes mais qui sont inintéressées ou pas compétentes ou d'autres choses. Donc il y a vraiment tout le panel. Moi, c'est vraiment... et pour les formations, en tant que membre de l'association des ludothèques françaises, on a des formations internes qui existent au niveau national. Et ensuite, on a des groupes locaux. Nous, on a l'association des ludothèques françaises, groupe Sud PACA, où on a aussi des formations. Il y en a de temps en temps à Manosque, et qui sont en général très peu chères sur celles. Localement, c'est des formations à 10 balles, donc en général, ça permet facilement de venir, voire même d'amener des bénévoles. Est-ce que j'ai fait le tour sur ça? Oui, voilà. Donc là, moi, ça m'est arrivé d'aller à Paris pour faire des formations, ça m'arrive d'aller dans le coin pour faire des formations, et on essaye souvent, quand on se réunit, de faire des moments d'atelier ou de partage pour pouvoir profiter des connaissances des uns et du partage de connaissances. Par exemple, le week-end dernier, on a fait un truc qui est vraiment, enfin moi que j'adore, qui s'appelle Pacajou, où toutes les ludothèques qui sont disponibles de PACA, Corse et toutes PACA se réunissent pendant un week-end entier. Donc il faut imaginer 10-12 ludothèques qui se réunissent, donc que des gens passionnés de jeux, qui connaissent bien les jeux, qui amènent leurs bénévoles. En général, c'est dans un centre de vacances où on mange ensemble, on joue ensemble de 6h30 du matin jusqu'à 5h30 du matin pour certains. Ça dépend des gens et des obligations. Moi, par exemple, j'y étais avec mon fils, donc j'ai fini très tard le premier soir et je me suis levé très tôt, parce qu'il se lève très tôt, mais c'est énorme. Et là, par exemple, il y en a qui ont proposé des différents sujets. Ça peut être sur le jeu symbolique. Moi, je fais souvent sur le jeu vidéo parce que c'est quelque chose où je commence à avoir une certaine expertise dans le coin. Et j'avais d'autres collègues qui s'y intéressaient. Et c'est l'occasion de parler de nouveaux jeux dont on n'a pas entendu parler parce que, en plus, on était plusieurs à être présents et à être sur l'atelier en question et à faire partie de la commission jeux vidéo de l'Association des ludothèques françaises. Donc en plus, on se retrouve sur Internet pour pouvoir échanger et mener des actions au niveau national pour accompagner les gens, comme le mois prochain, il y a une compétition d'un jeu qui s'appelle Unrailed, qui est un jeu coopératif où on va jouer tous ensemble. Maintenant, pour revenir à ta question sur comment est-ce que ça fonctionne, il y a un mélange entre des événements qui sont récurrents et gratuits pour les adhérents, ou en tout cas, on propose aux gens, s'ils le veulent, de faire un don, mais nous, on n'insiste pas là-dessus. Et après, il y a les structures qu'on démarche ou qui viennent vers nous directement pour travailler avec elles. Par exemple, on fait l'arbre de Noël de Sanofi. Les écoles, moi, je les contacte et je leur propose de faire un repas pour parler du jeu libre et éventuellement voir s'il y a un truc à faire au niveau travail ensemble, voir si c'est dans leur budget, qu'est-ce qu'on peut faire si c'est pas dans leur budget et qu'on a envie de travailler ensemble. Mais ça permet vraiment de faire plein de trucs chouettes. Les centres de loisirs, j'ai travaillé un peu avec Mison. Je travaille maintenant de plus en plus avec aussi les services sociaux qui nous font remonter des difficultés comme par exemple le manque de jeux et de jouets dans les familles. Où parfois il n'y a que des tablettes ou que des écrans et où objectivement les écrans et les tablettes c'est hyper chouette. Il y a plein de trucs à apprendre et à faire dessus. Mais quand c'est le seul support pour apprendre et pour se développer, c'est insuffisant. On a besoin de tout. Hein. Je pense qu'avec les disciplines que vous avez, ça vous parle aussi. Hein, c'est que si
je reviens sur mon histoire du foot, mais ça peut être n'importe quoi. Si j'ai envie de jouer au foot et qu'il n'y a personne pour me l'expliquer, il faut que je sois capable de lire les règles. Donc il faut être capable de lire ou au moins d'écouter une vidéo. Si je veux m'asseoir correctement ou faire attention à ma posture ou comment je me tiens, ben, il y a tout un tas d'autres compétences connexes que je suis obligé d'intégrer. C'est pour ça que nous, normalement, les ludothécaires, ils ne parlent pas jamais de jeu pédagogique, parce que pour nous, c'est une évidence. Un jeu ne peut pas ne pas être pédagogique. Donc, en général, quand quelqu'un nous dit « vous voulez faire un jeu éducatif ou pédagogique », on a nos signaux d'alarme qui s'ouvrent parce qu'on pense que la personne, elle va sûrement parler d'un exercice pédagogique et qui risque même d'être chiant pour les joueurs et qui va être contre-productif. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs. Dès qu'il y a des événements, on essaie de se voir. Les ludothèques entre elles, on se soutient et on s'envoie les gens pour pouvoir bosser entre eux. Si on a des compétences particulières, typiquement là par exemple pendant le festival du jeu, moi j'ai mes collègues de Briançon qui vont venir. Un, il va m'animer des tables. L'autre, elle touche vachement sa vie en escape game. Et nous, on doit faire un escape game avec les familles cette année. Et ben, elle va aider à tenir la table et à soutenir la bénévole qui va s'en occuper. Donc, on va avoir une table où les gens vont pouvoir passer pendant la journée, dire « Ah, on pourrait parler peut-être de ça. Est-ce qu'on parle de la citadelle? Ou est-ce qu'on parle d'un truc complètement fictif? Comment est-ce qu'on va le faire ?» Et moi, en fait, à chaque fois que les personnes qui veulent s'intéresser à ce projet me disent « Mais ça va ressembler à quoi ?» Je dis, mais en fait, je ne veux pas répondre à cette question parce que je veux vous laisser les portes ouvertes pour le mettre en place. Alors, je sais que c'est inconfortable, mais justement, c'est pour passer par cet inconfort et que vous ayez accès à toute votre créativité, que vous puissiez le faire. Et voilà, après, oui, il y a le bouche à oreille qui fonctionne énormément. On répond à des appels d'offres aussi, que ce soit de la CAF, que ce soit de la Fondation de France ou d'autres choses, qui orientent dans une certaine mesure nos projets. Là, par exemple, en ce moment, on répond à un appel d'offres sur la mobilité. C'est la CAF en fait qui paye pour certaines associations leur premier véhicule. Et nous, on a fait le choix comme premier véhicule, parce que ça fait depuis un moment que c'est dans les clous, de nous faire financer un biporteur électrique, donc un vélo, avec une remorque, pour que l'activité ne soit plus faite avec le moteur à explosion, mais vraiment qu'on charge tout dans les vélos. Donc tant parce que c'est un chouette moyen de se déplacer, que ça va être vertueux en termes d'exemple pour les autres autour de nous, et en plus parce que ça fait 3 ans qu'on a un projet qui s'appelle le RAID cyclo-ludique, qui a pour objectif d'aller d'un point A à un point B. Donc le premier projet qu'on ne fera sûrement pas entièrement pour la première édition, qui va être l'été prochain, c'était d'aller jusqu'à Cédron. Mais il y a une belle montée à la fin que moi je fais chaque année avec ma femme et mon petit. Mais je pense qu'il pourrait calmer pas mal de monde. Donc on ne le fera peut-être pas, mais à voir. Et l'idée, c'est à chaque village, donc là, je sais pas, par exemple, Bévon, Noyer, Saint-Vincent, les Éours, je sais plus, j'ai plus les noms en tête, on s'arrête, on fait jouer les gens pendant 1 heure ou 2 heures. Le village où on a calculé qu'on va s'arrêter, on dort sur place. Peut-être même que les mairies choisiront de nous nourrir ou pas, sinon on verra comment on touche les financements. Et les gens qui veulent nous accompagnent pour une étape, ou pour plusieurs étapes, ou pour la totalité du parcours. Voilà. Là, par exemple, et ça, par exemple, on a commencé par la mobilité, mais il y a des choses qui orientent notre projet. On est en train aussi, par exemple, de demander un agrément qui s'appelle EVS, Espace de vie sociale, qui consisterait à vraiment avoir un fonctionnement où on prend en compte autant que possible les envies des personnes, des habitants de la zone géographique dont on doit s'occuper. Et dans le cadre de ça, il y aurait sûrement des tournées à faire, et probablement donc avec le vélo pour aller faire jouer les gens à tel endroit, les sensibiliser sur pourquoi on fait jouer et qu'est-ce que ça apporte. Et voilà. Donc il y a un mélange entre des initiatives qu'on prend nous, des appels d'offres qui orientent le projet, et les politiques publiques aussi qui les orientent, puisque nous, il y a 3 ans, on a fait un leader, un financement européen, qui nous a permis de démarrer vraiment l'activité en achetant pas mal de jeux, en payant mes 5 premiers mois de salaire, puisque là maintenant ça fait 1 an et demi que je travaille, je suis salarié de l'association. J'allais te poser la question, Voilà. si tu es à ton compte, c'est salarié. Je suis jamais la même. Je suis salarié de l'association depuis le 1er août 2024. Voilà. Et là, voilà, ça va faire 1 an et demi. Parce qu'avant, c'était quoi, du bénévolat? Avant, j'étais trésorier de l'association. Ma compagne était présidente et c'est une des fondatrices de l'association, qui a été fondée à Nice par 4 copines, 2 éducatrices de jeunes enfants, une éduxpé et une professeure documentaliste. Et elles allaient dans les bars, elles attrapaient des inconnus, elles leur disaient « Venez,
vous allez jouer avec un inconnu, hop, elles les posaient, elles expliquaient les règles, les gens jouaient ensemble, et ils se rencontraient par le biais du jeu. C'est fun ça. Ouais, c'était hyper chouette. C'est fun. Et après, il y a eu les autres qui ont eu leur vie et qui s'en sont détachés, moi qui me suis mis dans l'association. On a eu le petit, on a décidé de se rapprocher de la belle famille et d'être dans un milieu plus rural que Nice, où on était. Et l'association, on l'a fait avancer, on a beaucoup fait de choses, ma compagne énormément. Et au bout d'un moment, elle a eu envie de se reculer un peu et de laisser la place pour d'autres choses. Et moi, j'ai continué avec les autres bénévoles du CA et pas du CA. Et ça continue, on avance là. Ok, et du coup, dans l'asso, il y a plusieurs salariés ou aujourd'hui? Non, je suis le seul salarié pour l'instant. Les autres, c'est des bénévoles ou des adhérents qui viennent profiter des événements. Ok. Et là, au jour d'aujourd'hui, ce qui te rémunère le plus, c'est quoi? C'est des appels d'offres? C'est toi qui, lorsque tu démarches certaines choses? Moi, je peux te répondre en pourcentage, hein, puisque au 1er septembre, quand on a fait les comptes de l'AG avec la future trésorière, qui maintenant est trésorière depuis, puisque c'était le 12 septembre, les prestations que je faisais, enfin que l'association fait, mais c'était principalement moi, on représentait 53% des rentrées d'argent de l'association. Et depuis, il y a eu des nouvelles prestations, il y a des choses qui se sont mises en place, donc on va sûrement finir on espère à 54, 50, 60%, mais ça va redescendre l'année prochaine si on obtient cette histoire de VS, parce que l'idée c'est que pas que je dise un truc j'ai pas le droit de faire, que toutes mes heures soient payées, allez, on va le dire comme ça. Ok. Voilà. Ok, et du coup, ta vision un peu à moyen long terme sur toi, ton parcours au sein de l'asso, ou même si tu vois des choses un petit peu plus loin en termes de projet? Et de continuer à faire la partie formation, continuer à la développer, et la médiathèque, les médiathèques du 04, ils ont l'air bien branchés, donc on va les accompagner sur l'année pour qu'ils mettent des jeux un peu partout, qu'on continue à répandre le jeu dans le coin et sensibiliser à ça, qu'on ait un lieu à nous. Alors, peut-être même que la ville de Sisteron finisse par nous filer un lieu, mais ce n'est pas du tout d'actualité. Parce que là, vous recherchez un local? On a, depuis le 1er décembre de l'année dernière, donc 2024, on loue un bureau à la maison paroissiale à Sisteron, à côté du collège. Et on leur loue la grande salle à chaque fois qu'on doit l'utiliser. Ce qui fait qu'on a un espace de rangement de 20-25 mètres carrés, un peu moins, qui est aussi le bureau, qui est aussi le lieu où on reçoit les gens pour faire le prêt de jeu. Mais une partie du matériel est dans une pièce chez ma mère, qui habite en dessous de chez moi, parce qu'en fait, sinon là, ça serait même pas possible. En fait, ce qu'on met là-bas, c'est les grands jeux en bois, parce que ça serait pas possible du tout d'être dans cet espace, sinon on serait complètement débordé. On les a tous classés par rapport au système dont je vous ai parlé, là, le système ESA. Et les gens peuvent venir quand ils ont les forfaits prêt de jeu pour emprunter des jeux pendant un mois et les faire tourner. Et je ne me rappelle plus la question exactement ce que c'était. Vous cherchez... Ah ouais, on rêve d'avoir un vrai local. Par exemple, le dernier rêve que j'ai eu, donc il faudrait que j'essaye, on ne sait jamais, ça serait récupérer l'ancien local des ambulances Volp qui est à l'entrée de Sisteron, là, et de l'avoir en entier pour en faire la ludothèque de Sisteron. Je pense que je suis un... Là, pour le coup, tu disais quoi tout à l'heure là, je pense que c'est pas visionnaire, là, c'est fonceur peut-être dans le mur. Mais bon, c'est bien, on rêve. Après, c'est bien aussi, comme tu dis, de rêver, puis d'avoir des ambitions aussi. Ouais, pour faire grandir l'asso. On a failli avoir un lieu d'ailleurs avec la mairie l'année dernière en le louant. Et en fait, ça a été plutôt bien qu'on l'ait pas parce qu'on aurait été beaucoup plus central, donc ça aurait peut-être porté beaucoup plus le projet. Mais typiquement, la boutique qu'on aurait louée, elle n'était pas chauffée. Donc en hiver, on aurait été dépensé une somme folle. Ouais, puis ça dépend peut-être des loyers parce qu'il faut s'y retrouver aussi. C'était le même. C'était 120 € pour la maison paroissiale, 120 € là. Donc on aurait été dans les mêmes clous à 15 € près ou 10 € près. Donc, mais il y aurait eu sûrement des coûts supplémentaires avec les frais autres comme l'eau, l'électricité, alors que là, par exemple, c'est compris dans ce qu'on prend dans la convention de mise à disposition. Et ça se passe bien, on prépare même des projets, puisque eux, ils sont en lien indirect avec le Secours catholique. Nous, ça fait 3 ans là, cette année qu'on va faire le réveillon ludique, où on propose de faire une soirée
une soirée jeu et ou repas partagé. Il y a 2 ans, quand on l'a fait la première fois, c'était une des membres du CA qui était une maman seule qui avait même lancé le challenge jouer jusqu'à 7 heures. On a été quelques-uns à aller jusqu'au bout de la nuit. Et ce qui a été chouette, c'est qu'on a récupéré une partie des gens qui viennent à la maison paroissiale plus pour la partie religieuse qui nous concerne pas du tout, mais qui a été plutôt isolés ou plutôt ou en tout cas un peu seuls et qui se sont retrouvés avec d'autres gens et qu'on a finalement revus à d'autres de nos événements parce que ils étaient moins effrayés par le jeu qui peut sembler flippant quand on voit un truc sur une table, parce qu'évidemment on a toutes sortes de difficultés et de simplicité qui permettent d'amener les gens et de leur donner confiance, parce que c'est aussi un des trucs chouettes avec le jeu, c'est que tu peux vraiment créer de la confiance quand la personne elle voit qu'elle peut suivre le groupe et se laisser aller. Une personne qui est pas du tout branchée jeux de société, entre guillemets, même qui déteste ça, Ouais. comment t'arriverais toi à l'inciter à essayer du moins? Parce que tu as des personnes qui sont tellement en retrait, ils disent j'aime pas jouer, j'aime pas les jeux, mais en fait ils ont pas essayé de jouer. Mais nous pour ça on a ce qu'on appelle la chaise du non-joueur. Qui consiste à Tu te poses là et t'es pas obligé de jouer si t'as pas envie de jouer. On est quand même dans même si le jeu de règles est pas vraiment du jeu libre, puisque tu respectes un cadre qui est plus rigide, et ben tu le mets, toi t'es là, t'as envie de regarder ce qui se passe, tu regardes, et peut-être que pendant le jeu, au bout d'un moment, tu vas faire, mais ça aurait pas été mieux de faire comme ça finalement? T'as un peu joué quand même, ça fait ça. Et peut-être qu'à la deuxième, t'auras envie de jouer ou pas envie de jouer, et c'est ok en fait. Et c'est ça, c'est laisser cette liberté d'être là avec les gens, mais de pas jouer ou de croire que tu joues pas ou de vraiment pas jouer, peu importe. Mais en fait, il se passe quand même quelque chose, quoi. On est ensemble. Tu partages quand même le moment. Mais bien sûr. Je veux dire, forcément... typiquement, mon père qui veut pas du tout jouer au jeu, quand tu sors un jeu de cartes, il regarde. Et au bout d'un moment, il a souvent envie de rentrer dedans. La dernière fois, une copine, elle nous avait prêté un jeu de Scopa, un jeu traditionnel italien que moi j'aime beaucoup, parce que j'ai habité en Italie aussi. Et la première, il regardait, non, c'est bon. Et la deuxième, il a voulu jouer. Donc il y a ce truc où c'est dur parfois, parce que, évidemment, hein, vous allez sûrement le comprendre, j'ai beaucoup de mal à appliquer ces trucs pour ma propre famille. Ma famille, j'ai plutôt envie de lui dire, mais allez, je te jure, ça va être super, viens, joue. Non, plutôt que de laisser la personne faire sa vie et lui faire confiance sur le chemin qu'elle va prendre. T'as habité où en Italie? À Bologne. Okay. Donc j'ai fait des études, j'ai eu la chance de faire Erasmus là-bas. Vous connaissez Erasmus? Oui. Voilà. Donc, j'ai été envoyé par mon université qui était Nanterre à l'époque, où je faisais des études d'art du spectacle, mention théâtrale, là-bas, et où j'ai commencé un mémoire sur les relations culturelles franco-italiennes que j'ai jamais fini, que j'ai même étendu l'année d'après en allant vivre à Berlin. Allez, hein, je le fais pas, mais je l'ai le temps même, et je l'ai toujours pas fini. De toute façon, j'avais pas envie, mais par contre, il y a eu tout ce truc de l'Italie et toute cette connexion avec plein d'autres trucs chouettes. On t'a déjà dit que tu avais une gestuelle un peu à l'italienne quand tu parles? Non, je crois pas. Non, mais peut-être. Et tu suis le calcio, comme on dit en Italie, le foot ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Non. Parce que vu que tu as parlé plusieurs fois de football... Par contre, on vient d'avoir un très bon jeu sur le thème du foot. Crazy Kick, qui est hyper chouette et voilà. Mais je suis très content de taper dans le ballon, hein, mais moi, je tape dans le ballon. Je préfère faire le couillon avec un ballon plutôt que de jouer avec les règles où j'y arrive pas beaucoup. Mais j'ai pas mal joué au foot quand même, quand j'étais beaucoup plus jeune. Bologne, Berlin, il y a eu autre chose? L'Inde, la Thaïlande, je peux pas vraiment compter parce que j'y ai passé que 3 mois. C'est pas vivre vraiment, mais quoique, je sais pas. Je laisse les gens décider qui écouteront, ou vous. À côté de ton métier, est-ce que tu as d'autres hobbies, d'autres passions? Est-ce que tu as d'autres choses qui te passionnent, qui t'inspirent ou vers lesquelles tu as envie de tendre, de découvrir? Le premier truc qui me vient en tête, c'est la pensée critique. Typiquement, le dernier truc que je viens de m'acheter, là, c'était un livre de Clément Viktorovitch sur la rhétorique. D'accord. Parce que je trouve qu'il fait un travail chouette et que
avoir des meilleures armes pour se défendre sur les discours qui peuvent être un peu manipulatoires parfois, entre autres en politique. Comme quoi, comme discours? Comme par exemple donner une information fausse et être capable de regarder droit dans les yeux la personne qui te dit qu'elle est fausse en disant peu importe, même si c'est pas le chiffre, ça fait rien. Voilà. Là, je le fais un peu en gros, mais utiliser des arguments fallacieux comme, je sais pas si vous connaissez l'argument de la pente glissante. Dire par exemple, si demain on autorise ça, dans un an il y aura ça, et alors dans 10 ans, c'est foutu, tout le monde est comme ça, quoi. Oui, Ça se fait sur les drogues, par exemple. Ce qu'on met beaucoup en avant sur la planète, en fait, en ce moment. Oui, par exemple, oui, tout à fait. Dire si on ne change pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, puis dans 10 ans, la planète, elle n'existe plus, quoi. Oui. C'est un peu des discours qu'on entend en ce moment. Oui, ça peut s'entendre, oui. Oui, tout à fait. Mais là, il y a un mélange de... Sur l'intelligence artificielle aussi. Oui, c'est ça, voilà. Si on laisse faire, dans 20 ans, de toute façon, tout est décidé par des ordinateurs et on va être mis sur le banc, on ne pourra plus rien faire et c'est foutu. Ou, je sais pas, si tu le laisses jouer aux jeux vidéo, demain, ça va devenir un geek et après il va prendre des armes et il va tirer sur les gens. Ouais. Voilà. Ça, on l'a entendu aussi. Ah évidemment, oui. Alors qu'en fait, toutes les études qui ont été financées sur la violence liée aux jeux vidéo, elles ont été démontées plus. Donc, soit les gens, ils ont demandé à arrêter l'étude en cours parce que ça les embêtait trop, ce qui était en train d'arriver, soit elles sont pas publiées parce que c'est trop embêtant. Mais en fait, t'as plein de trucs comme ça et là, une des choses à faire pour ça, c'est avoir des informations fiables. Et ça veut dire malheureusement qu'il faut prendre du temps pour chercher les informations, pour les expliquer, pourquoi. C'est pour ça que quand j'ai l'occasion de parler du jeu, j'essaye d'expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Là, par exemple, l'association, on a été porteur de la fête de la science sur Sisteron, parce qu'il n'y avait plus rien depuis plusieurs années. Donc là, on était vendredi au collège et on y retourne lundi. Alors, pas du tout pour les collégiens, malheureusement, mais que pour les écoles primaires qui viennent nous voir ou maternelles. Et typiquement, moi, j'ai imprimé des petites cartes sur le jeu. Alors, mon projet initial, je n'ai pas réussi à le faire parce que c'était de donner les cartes aux gamins pour qu'ils puissent dire à leurs parents, regarde, c'est important que je joue pour cette raison. Et il y a même l'étude, si tu veux, en bas, qui prouve que c'est vrai. En fait, il y a la version un peu vulgaire de c'est bien de jouer parce que c'est ça, qui est un peu très accessible, et une explication un peu plus pointue en bas. Et finalement, vu que je n'arriverais pas à en faire pour tout le monde, j'ai fait un jeu de cartes que je donne aux profs. Et je m'en suis servi aussi pour parler avec les profs en leur disant que si j'avais l'occasion de venir les rencontrer, de passer un midi avec eux, on pouvait en parler, que je serais content de les soutenir sur ça. Et si ça donne des prestations, tant mieux. Si ça n'en fait pas, moi je serais content de parler un peu de ce sujet où clairement je suis au-delà du salarié. Il y a une forme de militantisme derrière et d'engagement qui est très important pour moi, où j'ai envie de transmettre ces choses-là, quoi. Et tu demandais, donc la pensée critique, le jeu pour moi-même, au-delà de la ludo, j'aime jouer, j'aime jouer le jeu vidéo, le jeu de société. J'ai la chance d'en acheter pour la ludo et pour moi, et donc ce plaisir il reste là. J'ai une compagne qui aime le jeu. Mon fils, je vous en parle même pas. Je pense qu'il n'y a pas de journée où il ne me dit pas on joue. Ce qui est parfois embêtant dans le rythme de la journée, mais c'est présent. Après, j'essaie de faire un peu d'activité, tout petit peu de yoga, mais c'est devenu anecdotique pour moi. J'essaie de faire... l'année dernière, je faisais du badminton. Là, j'essaie de trouver un moment de libre dans le planning de septembre et octobre pour me dire, allez, je reprends. Mais je ne m'y suis pas repris plus que ça. Mais encore une fois, je prends ça plus comme un jeu que comme une activité sportive, quoi. C'est plus le défouloir, ce qui m'a amené à me faire d'ailleurs une entorse en juin. Je jouais avec un ami qui était trop passif à mon goût, et donc je jouais pour lui et pour moi de son côté. Et entre la fatigue et le bourrin, ça s'est retourné. On retrouve le côté fonceur. Et j'ai continué à jouer pendant 2h30, et après... voilà. Le médecin, il a dit, va falloir faire des séances de kiné pour remettre un peu ça, travailler la proprioception, parce que là, la cheville, elle n'est pas contente. Ouais. D'une manière générale, les potes,
Alors, c'est pas vraiment une activité ou hobby, je sais pas, mais le petit café du samedi matin et retrouver les copains au marché avec ou sans la famille et peut-être faire des jeux, mais se retrouver, ça c'est quand même un truc. Moi, je sais qu'à Paris, j'avais mon petit café et quand je suis arrivé ici, c'était un des premiers trucs pour moi, c'était de trouver un petit lieu où je pouvais me retrouver avec des nouveaux potes ou des anciens potes, ou peu importe, mais c'était. Ouais. Tu l'as trouvé ce lieu au jour d'aujourd'hui? Ouais, il y en a peut-être deux même. Il y aurait peut-être le café de l'horloge à Ouais. Sisteron, donc, et le grand café au-dessus. Ok. Les deux me plaisent bien, ouais. C'est une bonne activité. Hein. C'est chouette, ouais. Tu pourrais un petit peu développer, toi, ce qui te passionne et tes hobbies à un monsieur qui ne te connaît pas vraiment encore. Ah ouais, T'as la journée ou bah écoute. Moi, j'ai beaucoup de passion en plus de mon métier, qui est un métier passion, un peu comme toi. Si je devais citer les principales, je dirais la salsa, je dirais le tir à l'arc, que j'ai bien repris. Après, je vais aussi à la salle. Et après, tout ce qui est un peu audiovisuel. Voilà, informatique. Et pour les principales, c'est déjà pas mal. Ça m'occupe déjà bien la semaine. J'ai oublié la danse trad, dans les trucs qu'on est assez férus avec ma compagne et qu'on va essayer d'introduire dans les événements de l'asso ici pour faire danser un peu les gens sur des trucs un peu plus ludiques. Ouais, pardon. Ouais, mettre un peu de la musique, un peu quoi, tout venant et laisser les gens s'exprimer. Bon, en fait, il y a des danses qui se font en danse trad et qui sont assez accessibles. Je pense à la danse de l'ours, la danse des palmiers, une danse israélienne. Les cercles circassiens, c'est des trucs en fait qui sont très accessibles où il y a plein de musiques qui s'y prêtent et tu fais facilement danser les gens en fait. Le cercle circassien, on est tous en cercle. Concrètement, tu as une personne sur deux. Alors, traditionnellement, c'est un mec, une femme, mais en fait, ça change pas grand-chose si tu fais autre chose. Les mecs vont en avant, ils reculent. Les femmes vont en avant, en même temps, on tape des mains pendant ce temps-là. Quand elles reviennent, elles changent de partenaire. On fait un tour ou deux, puis on marche un tout petit peu sur le côté. On refait la même chose avec un nouveau partenaire. Donc c'est hyper accessible et hyper simple. Et il y a quelques danses comme ça qui sont accessibles. Et faire ça avec des familles ou des gamins ou des adultes, il y a un truc qui est juste, qui est sympa, quoi. Enfin, dès que tu as fait la danse comme de la salsa, tu peux facilement comprendre. Il y a des débuts qui peuvent être chouettes. Après, il y a un certain niveau où tu arrives où c'est plus le même délire, mais Ouais, mais il y a ça aussi. il y a une transmission énergétique qui se fait dans la danse qui est folle, je trouve. Et pour le coup, quel que soit le niveau, à partir du moment où je vais en salsa, les débutants, dès qu'ils commencent à avoir les pas de base, ça y est, hop, il se passe un truc et on peut danser et là on peut mettre de la musique et s'amuser. Et il n'y a pas besoin d'un gros niveau pour commencer à s'amuser. Et après, par contre, oui, au plus on monte avec les années d'expérience, au plus on va chercher à s'amuser sur la finesse, sur la complexité de certaines passes, sur la musique, on va essayer d'être le plus juste possible sur la musique. Et ouais, moi, c'est vrai que je kiffe bien la danse pour ça, parce que ça met vraiment en mouvement, justement, c'est de la musique. Et après, avec les années, essayer de chercher le petit détail dans la musique qui fait que là, on va calmer le jeu, là, on va redémarrer un peu plus fort. C'est vachement chouette. Mais c'est vrai que même dans des danses plus simples, du coup plus accessibles, l'avantage c'est que tout le monde peut baigner dans cette énergie-là et c'est chouette. C'est chouette les danses tradis pour ça. Ouais, parce qu'il enseigne en fait. Ah oui. Il enseigne la salsa. Ouais. Il ne t'a pas tout dit. Ouais. Au niveau de la salsa, j'enseigne aux débutants. Ouais. Ok. Pas encore au tir à l'arc. Non, au tir à l'arc. Non, j'en suis très très loin au tir à l'arc. Sur les jeux, il y a une question qui m'est venue en tête tout à l'heure. Est-ce que ça t'est déjà traversé l'esprit de vouloir créer ton propre jeu? Plein de fois. Ouais. J'ai commencé. Et j'ai fait autre chose. c'est pas allé au bout? Non. C'est pas quelque Enfin, chose des jeux, des projets où on me demandait de faire un jeu, ça je l'ai déjà fait. Mais des idées qui me venaient, où j'avais envie de creuser, de développer, j'ai noté plein de trucs. J'ai commencé à mettre en place des règles, des choses. Et j'ai été vers d'autres choses après finalement. Ok, parce que t'aimerais pas peut-être à l'avenir en créer un pour aussi, je sais pas, laisser un peu ton empreinte aussi. Moi je pense que mon empreinte, elle est vraiment dans ma connaissance de ce qu'il y a derrière le jeu
et comment donner les moyens aux autres de pouvoir le faire. Plus que dans le fait de moi créer le jeu. Ça sera peut-être à un moment donné, peut-être avec je peux facilement imaginer, par exemple, avec le groupe de potes avec qui on joue à Sisteron, ça pourrait se faire. L'année dernière, on en parlait, par exemple, on était plusieurs à faire du badminton, j'ai commencé à avoir une idée d'un jeu avec une histoire de chute de billes ou je ne sais plus quoi. Mais voilà, c'est pareil, l'idée, elle était là, on en a parlé 2-3 fois, et après, il y a eu d'autres choses. Mais peut-être, on verra. Si demain, tu devais faire autre chose que être passionné par le jeu, donc potentiellement un autre métier, tu te dirigerais vers quelle direction, vers quel domaine? Peut-être l'enseignement en primaire ou en maternelle. Ok. Et l'autre chose dont je parlais hors caméra tout à l'heure, il y a une des envies ça pourrait être de reprendre mes études en m'inscrivant à la fac de Nîmes en psycho, qui est spécialisée en thérapie comportementalo-cognitive pour creuser un peu ce truc-là. Et peut-être même l'utiliser avec le système de classification du jeu là, qu'on utilise et voir ce qu'il y aurait à en faire. Ok, parce que ça serait quoi? Ça serait apprendre un petit peu comment l'être humain se comporte? Ça pourrait être pour devenir thérapeute, ça pourrait être pour mettre de l'énergie en poussant peut-être même jusqu'à un doctorat pour trouver de l'argent et développer le système du jeu qui a pas beaucoup de thunes pour pouvoir avancer. J'ai fait une formation l'année dernière avec c'est une des co-auteurs, Rolande Fillon, qui est une Québécoise qui est hyper motivée, qui a son association aussi à Québec, je crois, au Québec, à Québec, donc à la ville, et où ils font plein de trucs hyper chouettes et qui étaient très inspirantes, et où retravailler sur le livre, c'est un boulot de fou, et quand il n'y a pas d'argent, ben, c'est toujours pareil, hein, c'est très dur de mettre du temps sur des projets quand il n'y a pas de thunes, surtout quand c'est des gros projets comme ça. Voilà, après, il y a sûrement d'autres trucs, mais... Tu t'intéresses un petit peu à toute la partie économie, investissement? En fait, c'est la plus grande partie de mon boulot actuellement. Okay. J'espère pouvoir la mettre de côté un peu plus, mais je m'occupe de la partie gestion. Là, de plus en plus, il y a... comment elle s'appelle? Il y a la bénévole qui vient de devenir trésorière qui prend en charge de plus en plus cette chose-là. Mais les dossiers de subvention, la comptabilité, les finances, bah oui, il faut les gérer. On a même commencé depuis l'année dernière, avec le financement européen dont j'ai parlé, là, à prendre un EPR, un ERP, un logiciel de gestion intégré qui comprend la compta, les facturations, tout ça. Donc il a fallu se former et refaire de la comptabilité, alors que j'en avais pas fait depuis 30 ans peut-être, ou je sais plus combien. Mais... Donc oui. Ok. Et toi, à titre personnel, tu essayes d'investir, de te diversifier, ou c'est pas forcément ton truc? Financièrement, tu veux dire? Ouais, je sais pas, investir dans l'immobilier, la bourse ou... On discute avec mes parents de l'éventualité qu'il y ait un appartement qui soit vendu pour que j'achète un bien à Sisteron probablement, pour qu'on puisse vivre et arrêter de filer des thunes à des proprios. Et dans les possibilités, si on n'obtenait pas de soutien de la ville ou alors qu'on devait payer plus, bah, il y aurait peut-être suffisamment de terrain pour avoir carrément la ludothèque qui soit sur place. Histoire de continuer à ne pas différencier le perso et le pro. Toi qui créerais ta ludothèque, en fait. En fait, on le fait déjà avec pas mal d'autres personnes, mais l'idée, ça serait d'essayer de différencier ça. Jusqu'au 1er décembre, là, le local dont j'ai parlé, qu'on loue à la maison paroissiale, tout était à la maison. Hein, donc, on avait tout dans le couloir, dans le grenier, dans les étages. Il y avait des jeux de partout, dans tous les sens. Donc, déjà, on a pas mal soufflé à la maison. Mais l'idée, ça serait d'avoir un vrai grand lieu où on puisse avoir les jeux, on puisse recevoir des groupes, peut-être même qu'il y ait assez de place pour que les autres assos puissent faire leurs réunions sur place, parce que c'est un besoin dont on entend parler tout le temps à Sisteron. Peut-être pour faire les formations sur place aussi, que tous les crèches même, elles puissent venir, ou je ne sais quoi, mais qu'il y ait vraiment de l'espace. C'est pour ça que l'histoire du lieu, c'est quand même un truc qui pourrait être clé pour pouvoir avancer. Et s'il n'y a pas moyen de l'obtenir par le soutien public, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'il faut faire des choix politiques après, hein, bah,
on peut essayer de passer par un mélange de privé et de l'association pour y arriver. Ok. Ouais, donc c'est un peu la vision quand même à terme. Ah ouais, avoir un lieu, ce serait un gros plus. Après, avec l'histoire du biporteur électrique, là, on est quand même clairement sur un fonctionnement itinérant, mais ça n'empêche pas qu'on manque profondément d'espace. Si vous avez l'occasion de venir au local, vous verrez, c'est chouette quand même. On a réussi à l'organiser après, mais c'est un casse-tête en train de se dire, alors, si on achetait une nouvelle étagère, c'est un Tetris. C'est exactement ça. Ça reste du jeu. Oui, voilà. Mais c'est pas le jeu qu'on choisit, donc il n'est pas libre celui-là parfois. Non. Mais on est obligé de se plonger dans ça pour avoir un peu d'espace. Sinon, c'est trop compliqué. Déjà pour que le public ne soit pas perdu en venant nous voir, et même que les bénévoles motivés par venir nous aider, ils s'y retrouvent, quoi. J'ai une super bénévole, Dominique, qui met beaucoup d'énergie sur le rangement pour qu'on arrive à s'y retrouver et elle nous aide énormément. Moi, j'avoue que je ne suis pas la meilleure personne avec ce côté « Ah ouais, on pourrait faire ça ». Il y en a un peu partout à pas mal de moments et j'essaie de me discipliner, mais j'y arrive pas toujours. Après, je sais pas si on peut être autant créatif et genre organisé, rangé. Je sais pas s'il n'y a pas un peu un parallèle entre les deux où c'est un curseur qui va d'un côté ou de l'autre, mais on peut pas être les deux à la fois, quoi. Là, j'ai beaucoup milité pour qu'on classifie les jeux par rapport à ce système ESAR dont j'ai parlé. C'était pas forcément le choix premier qui venait avec les bénévoles. Il y avait l'histoire d'utiliser le système plus commercial avec, je sais pas, jeux de cartes, jeux coopératifs, deck building, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et là, on a fait un autre choix qui est plus un choix tourné vers comment est-ce qu'on soutient le développement des individus. Parce que toutes les problématiques, là, le système ESAR, on retrouve pareil avec tous les âges, c'est juste la quantité qui change. Si je mets des toupies sur la table, vous aurez sûrement envie de les toucher et d'y jouer un peu. C'est juste que vous y jouerez peut-être pendant 2 minutes. Les gamins, ils vont peut-être y jouer pendant 1 heure ou 30 minutes, quoi. Mais en fait, c'est juste qu'on change la proportion d'utilisation de ces jeux en fonction de ce qu'on fait et d'où on en est dans la vie. Est-ce que tu fais attention un petit peu au nombre de pas que tu fais dans ta journée ? Non, pas du tout. Ouais, non, c'est pas du tout. Non, c'est marrant. Ça me fait penser à ma compagne qui, elle, a une application et qui, parfois, en soirée, fait des tours dans l'appartement pour atteindre son nombre de pas prévu. Parce que nous, du coup, comme tu l'entends dans l'introduction, le but, c'est un peu d'inciter les gens à aller faire leurs 10 000 pas dans la journée en écoutant le podcast. Donc, d'où la question. Et du coup, tu pourras transmettre le lien du podcast à ta compagne qui pourra écouter le podcast en faisant les pas dans l'appartement. Je pense que mon nombre de pas est réduit à cause de mon activité cycliste. Parce que moi, j'emmène le petit à l'école en vélo, je le ramène en vélo, je me déplace très très souvent en vélo pour aller voir les gens. Là, aujourd'hui, j'avais plus le temps pour venir vous voir, mais c'était prévu que je vienne en vélo ici. Donc, c'est embêtant, ça casse mon nombre de pas. Mais il y a quand même, il y a quand même de la dépense, de l'activité physique. Ouais, j'adore ça. Et en plus, si là, le projet, il va vers l'histoire de l'EVS, là, déjà tous les mercredis, ça va être aller à Saint-Génier en vélo, ça va être aller dans les villages à droite, à gauche, pour aller faire jouer les gens. Donc là, le nombre de kilomètres, il va augmenter. Hier avec ma femme et mon compagnon, ma femme et mon fils, on a été à Valbel, donc à 20 bornes, pour aller chercher des champignons. Donc on a été là-bas, on a crapahuté dans la montagne. Moi, ça me gonflait un peu, sincèrement, d'aller chercher les champignons, mais l'idée de faire le vélo pour aller là-bas et après d'être avec eux et de regarder un peu à droite, à gauche, ça me plaisait bien. C'est comme cet été, on a été vers Briançon pour voir la sœur de ma compagne, on a marché en montagne. Moi, je prends plus de plaisir à tracer tout seul, à faire mon truc. Après, il y a mon fils, donc mon attention, elle n'est pas la même que si je marche tout seul, mais moi, j'aime ça, en fait. Voilà. Disons que les carottes de on va aller voir des jolis paysages ne marchent pas beaucoup sur moi. D'accord. Mais par contre, me dire on va marcher, on va faire un truc, tout seul, ça suffit, en fait, en soi. Ouais, on va se dépenser. Ouais, je serais content de... Ma compagne, elle comprend jamais en se disant... Ah ouais, en fait, toi, t'aimes pas ça. Mais en fait,
quand j'y suis, je suis hyper content de pouvoir me dépenser sur le vélo, foncer, hyper content. On a acheté un Follow Me, je ne sais pas si vous connaissez. Cet été, c'est un truc qu'on attache, des pièces qu'on met sur le vélo du petit et une pièce qu'on met sur le vélo qui va être tracteur. Et en fait, en 40 secondes, on peut accrocher le vélo du petit et ça fait qu'on peut le tracter. Et ça fait que quand il est fatigué ou quand nous, on doit tracer ou que la route, on ne la considère pas comme assez sécurisée, on peut se faire 20 km, 30 km à 15, 20, 30 km/h si on veut, sans se prendre la tête. Et lui, il peut pédaler si on a envie. À petite vitesse, il joue vraiment un rôle. À grande vitesse, évidemment, il joue plus. Ça sert plus à rien, mais ça fait qu'on peut facilement se faire des distances. Et là, cet été, par exemple, on s'est fait Arles. Le projet, c'était Arles jusqu'à 7. Donc, je crois que ça doit être 120 km, je ne sais pas exactement. Ça fait une belle trotte. Hein. Je crois qu'on a fait... Non, ça doit faire moins que ce que je viens de dire, parce qu'au total, on a dû faire 250 km. J'avais une application GeoVélo qui en plus, il file des points quand tu as fait des kilomètres et que tu as visité des zones. Moi, je jouais à l'activer juste pour gagner les badges, machin. Je l'ai dit à un joueur dès le début. Donc c'est là quand même. Donc moi, je me fais bien avoir par tout ce qui est ludification ou gamification dans les procédés. Et on s'est arrêté, on a dormi en camping, donc on avait tout le matos. Donc il y a un vrai plaisir qui est là derrière, pour moi en tout cas. Ouais, une chouette aventure. Ouais, carrément, ouais. Ben là, on essaie de voir un peu comment on va faire plus. Je pense que dans les projets, ça va être de se financer les sacoches qu'on n'a pas encore, parce que là, on avait la carriole du petit qui est devenue notre porte-bagages maintenant, mais ça ralentit énormément le vélo tracteur qui l'apprend. Et les batteries, elles font... On a des vélos avec des batteries qu'on a eu grâce à des financements entre des amis et la famille quand on est parti de Nice. On s'est fait des beaux cadeaux pour se faire des chemins. Souvent l'été, on va jusqu'à Cédron. Là, l'été dernier, on a été à Montbrun-les-Bains aussi. C'était bien chouette. Ah ouais, en plus, c'est des coins super chouettes. En plus, moi, je regarde s'il y a des ludothèques pas loin. Là-bas, j'ai les collègues de Buis-les-Baronnies, Mistigris. Hop, j'en profite. Je vais voir si je peux aller sur un de leurs événements et les saluer. C'est l'occasion d'allier plein de trucs chouettes en même temps. Ok, trop bien. Tu veux faire le petit mot de la fin ? Écoute, on va pouvoir clôturer. Déjà, merci d'être venu. C'était très chouette de te recevoir. Avec plaisir. Ouais. Et ce podcast, on aime bien le clôturer avec une phrase traditionnelle. Quel serait pour toi un mot ou une phrase qui représente ta philosophie de vie ? Soyez ensemble. Je pense que c'est pas mal. C'est pas très bien. Merci de nous avoir écoutés ou regardés sur la plateforme. Pour rappel, YouTube, Deezer, Spotify. On vous dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. À bientôt. Ciao tout le monde. Au revoir.